Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir encore ce matin sur le salon IFCM 2024, sur le studio de l'écotouristique, avec un sujet brûlant pour le secteur ce matin, les questions de voyage durable, notamment sur l'aérien. Nous sommes allés sur les allées du salon hier pour rencontrer les professionnels. Nous les avons interrogés sur leurs pratiques et leur rapport à l'aérien. On regarde ça tout de suite. Pour vous, faut-il arrêter de prendre l'avion? Je pense que c'est assez radical pour pas mal de personnes de dire j'arrête tout. Je pense qu'en effet, il faut avoir une vraie limitation de ces voyages et notamment du transport aérien, parce que écologiquement, c'est quand même un énorme désastre. Donc je pense qu'il faut en effet aider les gens à les accompagner et à ce que les gens comprennent qu'en effet c'est compliqué. Alors est-ce qu'il faut tout arrêter du jour au lendemain? Je pense que c'est pas évident. Faut-il arrêter de prendre l'avion? Ah bah non, forcément que non. On peut prendre du train de temps en temps, mais l'avion sur certaines destinations c'est incontournable. On ne va pas arrêter de voyager. Avec moi aujourd'hui, Laurent Timsit, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'AFNAM, la Fédération nationale de l'aviation marchande. Béatrice de Rotalier, directrice commerciale de Delta Airlines en France. Bonjour. Jean-Christophe Guérin, directeur de Vie Sauvage, un tour opérateur spécialiste du voyage lointain et du safari. Et vous êtes membre de Agir pour un tourisme responsable. Exactement, bonjour. Sylvain Muller, enfin. Pour le côté voyage d'affaires, vous êtes directeur produit durabilité chez SAP Concur, une entreprise spécialisée sur le voyage d'affaires. Bonjour à tous. À noter aussi l'absence de nos amis du ferroviaire qui ont décliné nos invitations malheureusement. Je vais commencer par un tour de table avec une question assez générale. Pourquoi, d'après vous, malgré tous ces efforts, le transport aérien a aujourd'hui si mauvaise presse? Et une question qui est liée, comment le train a-t-il pu autant gagner la bataille de l'image pour le grand public? Laurent, peut-être, pour commencer? Oui, écoutez, je pense que y a peut-être plusieurs explications sur le sujet. Alors d'une part, sans doute que dans le secteur aérien, on n'a pas été très bon pour expliquer ce qu'on faisait en matière de décarbonation, mais j'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et puis après, il y a des choses qu'il faut bien reconnaître aussi, c'est-à-dire que sur son domaine de pertinence, le train, dès lors que c'est une propulsion électrique, que l'origine de l'électricité, parce que ça c'est quand même un sujet qu'il faut regarder de temps en temps, mais en tout cas à partir du moment où elle est produite de manière verte, on a une performance environnementale du train qui est meilleure que celle de l'avion. Alors, si on veut quand même juste le mettre un petit peu en perspective, ça c'est vrai aujourd'hui. Les questions qu'il faut se poser aussi, c'est finalement quel est le domaine de pertinence du train, le domaine de pertinence de l'avion? Est-ce qu'ils sont vraiment substituables? Pas véritablement. Enfin, ils le sont sur certains types de distances. Et puis, il faudra voir dans le futur comment ça évolue, parce que du côté de l'aérien, il y a des progrès qui vont être faits. Et du côté du train, il y a des infrastructures à construire. Et les infrastructures, ça pollue aussi. Donc voilà, le débat est ouvert pour l'avenir, je pense. Est-ce que c'est une erreur de vouloir absolument opposer, comme le font les grands médias ou le grand public, vouloir opposer le train à l'avion, forcément? Jean-Christophe? Non, je ne pense pas que ça soit opposé, je pense que c'est les comparer parce qu'on parle de mobilité. Mais effectivement, comme ça a été dit, est-ce que c'est vraiment comparable? On a une utilité de l'avion qui aujourd'hui peut se discuter sur certains axes, là où la solution du train n'est encore pas opérationnelle. Et on a deux pas de temps très différents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, mettre en place une ligne avec un avion, c'est finalement extrêmement light, extrêmement facile. L'avion est agile dans son déploiement. Là où une ligne de train avec de la fréquence, des temps de connexion, et surtout quand on commence à parler transnational ou sur des longues distances, aujourd'hui on n'y est pas et on sait très bien que ça ne se résout pas en 12 ou 24 mois. Quand bien même il y a eu une forte tendance effectivement au modèle du train par rapport à l'avion, parce qu'aujourd'hui les gens identifiaient la problématique purement carbone. Un avion émet beaucoup plus que le train, sous les critères qu'on se disait, parce qu'un transsibérien en bout de ligne jusqu'à Pékin, l'évaluation carbone du transsibérien, nous on y a travaillé un petit peu, c'est compliqué.
Et effectivement, c'est moins efficient qu'on pourrait l'imaginer. Mais moi, je pense qu'effectivement, la question, c'est pas tant l'opposé, plutôt se dire est-ce que ça offre une partie de l'alternative pour faire un bout du chemin. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'on doit construire la solution, parce que de toute façon, alors vous l'avez dit, moi je travaille principalement, historiquement on travaille sur l'Afrique, on a pris des engagements de décarbonation, on a eu des questions de clients en disant ça veut dire qu'on arrête de prendre l'avion, et je leur dis non, on ne peut pas arrêter de prendre l'avion, j'ai pas d'alternative. Et l'avion a une véritable utilité parce que ce continent et la plupart de nos points d'attache et de découverte sont accessibles uniquement par avion. Est-ce qu'on ne serait pas également dans ce débat sur un problème, Béatrice, je me tourne vers vous, vous qui avez la vision des deux côtés de l'Atlantique, sur un problème assez franco-français ou peut-être en tout cas européen. Aux États-Unis, j'ai l'impression que le débat ne se pose même pas. C'est pas qu'il ne se pose pas, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore réellement d'infrastructure ferroviaire suffisante pour couvrir des petites distances. À part sur le nord-est de la côte américaine ou bien entre Los Angeles et San Francisco, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'acheminement en train. Donc, bien évidemment, on peut traverser les États-Unis en train. On a vu la taille par exemple pour du cargo et du fret, des trains qui traversent l'Amérique et qui font 2 km de long. Donc ça existe, mais c'est pas pour autant qu'au niveau passager, il y a un complément existant aujourd'hui qui soit confortable à utiliser. Et il est dans le mode de pensée et de vie carrément inclus l'avion. Et c'est un réflexe qui se fait beaucoup, qui sera probablement transformé avec le temps, mais la sensibilisation locale à la réduction de CO2 aux États-Unis n'est pas aussi forte que ce qu'on peut percevoir ici en tout cas. Je me tourne vers vous, Sylvain, pour le côté voyage d'affaires. Évidemment, la décarbonation est au centre des stratégies RSE des entreprises. Est-ce que depuis la reprise après le Covid, les choses ont changé? Est-ce que les voyageurs d'affaires prennent moins l'avion? Est-ce que c'est concret? Donc avec la solution SAP Concur, on accompagne effectivement les entreprises dans leurs besoins. Le voyage d'affaires a redémarré après la Covid et l'avion reste un mode de transport qui est nécessaire par exemple pour traverser l'Atlantique. On a aussi des entreprises qui changent leurs habitudes. Aujourd'hui, un de leurs besoins impérieux, c'est absolument de réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a énormément de demandes là-dessus, des demandes qui sont aussi motivées par des obligations européenne de reporting via la directive CSRD. Et donc, pour adresser ce besoin-là, ce que cherchent les entreprises, c'est donc à réduire leurs émissions. Et en France, sur les lignes rapides, le train, c'est 65 fois moins d'émissions que l'avion. Donc, on a une vraie demande sur des territoires nationaux et également sur des trajets un peu plus transeuropéens. Je me tourne vers vous, Laurent. Concrètement, que peuvent faire les compagnies aériennes pour, d'une part, redorer leur image écologique, de l'autre, améliorer leur performance? On parle beaucoup de stratégies de compensation carbone, de solutions provisoires, de réduction de CO2. Est-ce qu'il y a des stratégies également d'investissement pour l'aviation du futur? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement aujourd'hui? Alors peut-être juste déjà pour mettre en perspective un peu la performance du secteur aérien, enfin, si on regarde en France l'évolution des émissions entre 2000 et 2023, c'est plus 4% d'émissions de CO2 et c'est plus de 55% de passagers transportés. Donc c'est pour dire que de manière générale, déjà aujourd'hui, la performance du transport aérien aux passagers transportés s'améliore. Alors les solutions qu'on met en place, c'est d'abord la plus classique, c'est le renouvellement des flottes. Parce que le renouvellement des flottes, c'est moins 20% d'émissions de CO2 pour un appareil de nouvelle génération. Bon, alors pour ça, il faut des moyens, il faut pouvoir investir. Mais c'est aujourd'hui le principal levier. Et le deuxième levier sur lequel on travaille beaucoup et sur lequel on va reposer, toute la stratégie va reposer là-dessus, c'est les carburants d'aéronautique durable. Mais j'imagine qu'on va en reparler. Et puis au-delà de ça, il y a tout ce qui est l'opérationnel, c'est-à-dire aujourd'hui, les compagnies font tout ce qu'elles peuvent pour alléger les avions, emprunter de meilleures trajectoires, essayer de pousser la navigation aérienne, donc le contrôle aérien à donner des trajectoires plus directes, etc. Et là aussi, on a des marges de progrès. Mais
schématiquement, vraiment, c'est les opérations aériennes, les carburants aéronautiques durables et le renouvellement des flottes. Et c'est ça la feuille de route du secteur pour arriver en 2050 à la neutralité carbone. Justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que l'objectif de IATA qui a affiché de décarboner entièrement le transport aérien pour 2050 avec un trafic qui est encore annoncé à la hausse ces prochaines décennies, est-ce que ça vous paraît réalisable ? Alors on va dire, en tout cas c'est faisable, c'est-à-dire que quand on regarde les feuilles de route, quand on regarde ce qu'il existe en termes de disponibilité de biomasse, de disponibilité d'électricité à terme, etc., on sait qu'on peut le faire. En revanche, c'est ambitieux, il faut bien l'avouer. Ça va demander des investissements très lourds et donc la question finalement c'est est-ce que on sera capable, est-ce qu'on aura les moyens de faire ces investissements collectivement, et ça c'est des débats qu'il y a aujourd'hui dans tous les pays, en tout cas en Europe, et est-ce que, parce que faut bien reconnaître aussi que le transport aérien lui-même, le secteur, dépend des autres pour cette transition écologique. C'est les énergéticiens qui sont à la baguette d'une certaine manière. Et donc, est-ce que eux vont bousculer leur modèle, passer du pétrole ou du kérosène au carburant d'aéronautique durable? Une grosse partie. Et quelles sont les conditions pour qu'ils le fassent? Voilà, la réponse, elle est là. Et on va la voir dans les quelques années qui viennent, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, si on veut parvenir à cette neutralité carbone 2050. Et d'après vous, un petit pronostic, laquelle va se développer le plus... laquelle est à même de se développer ces prochaines décennies? C'est l'hydrogène, c'est l'électricité? Alors, aujourd'hui, il y a les... la feuille de route de décarbonation, elle repose à 65% sur les carburants aéronautiques durables. Après, il faudra voir, alors il y a les carburants aéronautiques durables à base de biomasse et puis il y a ceux à base d'électricité, si je devais caricaturer un petit peu le débat. Dans un cas, on a besoin de biomasse, dans l'autre cas, on a besoin d'une production importante d'électricité. Aujourd'hui, les évaluations qui sont faites, c'est que sans doute la biomasse sera insuffisante pour couvrir tous les besoins qu'elle doit couvrir. Alors pas hors aérien, il n'y a naturellement pas que l'aérien à décarboner. Et donc la solution, elle est sans doute plus du côté des ISAF. Mais là aussi, ça va prendre du temps et ça demande des investissements. Justement, des investissements. Delta en fait en la matière. Béatrice, je me tourne vers vous. Avec la création d'une filière SAF aux États-Unis. Oui, alors effectivement, c'est un effort. La transformation de la compagnie pour réduire son empreinte carbone, c'est une clé de voûte, je dirais, de notre stratégie aujourd'hui. Delta, qui, je le rappelle, est peut-être l'une des 3 ou 4 plus grandes compagnies du monde en termes de flotte. Tout à fait, puisqu'on a plus de 900 appareils, donc qu'on est en train de renouveler. Là, on est en attente d'une 60aine d'avions actuellement, et là aussi, on est tributaire des avionneurs et de la délivrance de ces appareils. Mais en attendant, on travaille aux États-Unis, on fait beaucoup de lobbying, entre autres avec les politiques, pour avoir des diminutions de taxes qui nous permettent d'investir dans des filières comme la filière SAF. Et au Minnesota, on a fait un partenariat important avec la ville de Minneapolis, la Bank of America, avec des céréaliers, avec XL Energy également, pour pouvoir créer une nouvelle filière qui va entièrement alimenter en SAF l'aéroport de Minneapolis, où nous avons quand même plus de 350 vols tous les jours. Donc aujourd'hui, on réussit à avoir, on a fait du hedging sur la production initiale pour assurer le développement de et pérenniser le développement de cette filière. Et là aussi, on s'est mis en partenariat avec d'autres entreprises, comme avec Deloitte par exemple. Et ça devrait démarrer fin 2025 et alimenter le hub directement. Alors, il y a quelques États aux États-Unis qui sont sensibles à ça. Dans l'État de New York, ça existe aussi. Là, on sensibilise fortement l'État de Géorgie sur le sujet. Donc, c'est un sujet qui est vraiment important. Et je pense que petit à petit, ça va monter en puissance. Mais je pense que là aussi, tout ce qui est politique et financier est très important dans l'embarquement global
qu'on fait de la société dans cette transformation. Sylvain, pour les voyageurs d'affaires, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer concrètement? Est-ce que vous les orientez vers des compagnies avec une flotte récente, avec des investissements sur le SAF qui sont faits? Est-ce que vous proposez des stratégies de compensation carbone? Qu'est-ce qui est possible de faire concrètement avec les grandes entreprises pour leur voyage long courrier, j'entends? SAP Concur est en train de déployer une nouvelle solution de réservation de voyages d'affaires, qui s'appelle Concur Travel. Et via cette nouvelle interface utilisateur et en partenariat avec Thrust Carbon, on guide effectivement les voyageurs pour réserver les vols qui soient les plus vertueux en termes d'émissions carbone. Donc on affiche des données vraiment par classe de voyage, en tenant compte du modèle de l'appareil, du modèle de moteur pour affiner les résultats le plus possible. Et ça les guide pour réduire les émissions. Le SAF aujourd'hui c'est 1% de la consommation de l'aviation dans le monde. Monsieur a tout à fait raison, l'ambition est énorme. Pour répondre aux besoins de l'aviation en SAF d'ici 2030, il faudrait exploiter toute la surface agricole mondiale si c'était du SAF à base de déchets agricoles. Et si c'était du e-SAF, effectivement, il faudrait multiplier par 3 les sites de production d'énergie renouvelable dans le monde encore. C'est une solution partielle ou c'est une solution qui va contribuer, mais qui à elle seule ne montre pas encore l'effet miracle escompté. On a des clients qui achètent du SAF, et encore une fois, c'est bien d'y contribuer, et qui cherchent aussi à réduire leurs émissions, alors en prenant les meilleurs avions quand l'avion est nécessaire, et puis en basculant aussi sur le train, on a un partenariat avec Trainline pour offrir dans les années qui viennent le plus de contenu possible, avec la possibilité aussi de traverser les frontières, et donc il y a beaucoup d'espoir sur ce mode de transport. Et pour un Théo grand public, Jean-Christophe, qu'est-ce qui est possible de faire concrètement pour éviter aux voyageurs long courrier de prendre de trop polluer tout simplement? Oui, alors moi je ferai juste un petit retour en arrière sur ce qu'on a vécu il y a quelques années, qu'on a tous connu, puisqu'en parlant de mobilité d'aviation, le Covid nous a appris qu'on pouvait se retrouver du jour au lendemain à l'arrêt complet. Et si je reviens là-dessus, c'est qu'effectivement en tant que tour opérateur voyage sur mesure long courrier, on dépend de l'avion à 98% de notre production historiquement. Le Covid nous a ramené à un état quasi zéro, et ça a engagé par contre une accélération des réflexions sur le fait de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mon objectif était évidemment de maintenir les équipes, était de les mettre en action, de trouver des solutions alternatives à notre production historique, et c'est comme ça qu'on a créé une marque de voyage toujours en sur-mesure mais dédiée au voyage bas carbone, en se disant que finalement il y avait un angle qui là-dessus était aussi dans notre sensibilité personnelle, dans nos réflexions par rapport à la problématique de l'avion qu'on avait historiquement, même si on est encore une fois utilisateur pour notre production. Et donc FICA a été lancé à cette occasion-là avec une offre de voyage en train notamment, à pied, à vélo, avec l'idée en complémentarité de dire on recentre l'avion là où il a pour nous du sens et de l'utilité, c'est-à-dire la longue distance, là où on n'a pas d'alternative. Et pour tout ce qui se trouve sur des distances où on a des solutions et des alternatives, ça a été expliqué tout à l'heure pour les États-Unis, mais l'Europe est un territoire extrêmement bien maillé. C'est encore très compliqué sur le train. Et en fait, il y a deux axes là-dedans. Il y a évidemment un axe qui n'est pas au service des compagnies aériennes, parce que pour moi, c'est de développer de l'activité sans avion. Mais il y a quand même un axe historique d'engagement sur notre territoire de prédiction, c'est-à-dire le long courrier, de se dire on va continuer sur cet axe-là. On n'a pas d'alternative. Effectivement, le moment de rupture, qu'il soit technologique, de carburant, etc., on est encore sur des pas de temps qui sont énormes et avec des très gros points d'interrogation. Et il n'y a pas que le secteur de l'avion qui est dans cette problématique-là. Donc tous les pas qui sont faits sont bien. Nous, on prend simplement le parti prudent de dire, imaginons que ça n'est pas le cas. Imaginons aussi un prix du baril qui aura une tendance à l'augmentation. C'est aussi le vecteur de responsabilité, c'est de se dire aujourd'hui on voit l'évolution des prix, on est sur un prix de baril à 80 $, on fait des projections à 2035 à 120 ou à 130, on sait que globalement l'investissement, le coût de la mobilité va nécessiter de rendre le voyage peut-être encore plus utile et donc probablement aussi de le prolonger. Donc nous on travaille maintenant une production où on rallonge la durée et on s'engage aussi dans des réflexions avec nos équipes locales à voir comment on valorise au maximum le temps sur le territoire pour faire travailler les gens et essayer d'avoir peut-être moins de voyageurs mais avec une plus forte utilité sociale et économique pour eux comme pour nous. Justement, est-ce que faire voyager vos clients plus longtemps sur des plus longues durées, un voyage d'un mois, est-ce que c'est une solution en soi? L'empreinte carbone sera la même au final qui part une semaine ou un mois? Oui, mais typiquement dans le plan de décarbonation, ce que nous on peut réaliser en termes de plus-value et de construction
avec un client qui part un mois, c'est l'équivalent probablement de deux clients sur une semaine. Donc quelque part, c'est moins de clients à plus forte valeur ajoutée parce que les clients qui investissent un mois pour un voyage exceptionnel, parfois on a eu cette année, ça fait partie de nos engagements FICA, on utilise l'avion sur cette marque aussi, mais uniquement sur 4 semaines minimum de voyage. Ce qui est volontaire pour secouer un peu le cocotier, de se dire qu'est-ce qui vous freine à voyager 4 semaines ? Qu'est-ce qu'on a comme solution ? Du coworking à l'étranger pour se coupler avec ses congés. Voilà, une préparation allongée, mais du coup un investissement plus fort. Et c'est vrai qu'on a commencé à avoir nos premiers clients qui se disent on le fera qu'une fois, mais une destination lointaine comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on peut peut-être coupler les deux. Et là où on a 8 tonnes d'émissions de CO2 sur chacune des destinations qui habituellement peuvent se faire séparément, on les fait en une fois. Évidemment, c'est encore beaucoup d'émissions, mais c'est de tendre vers ça. Et en tout cas, nous, on n'est pas avionneur, on n'est pas compagnie aérienne, on en est partenaire, mais on a une production et il faut qu'on l'oriente, il faut qu'on sensibilise nos clients à essayer de diversifier leurs pratiques pour que finalement on essaye de répondre à voyager moins souvent et plus longtemps quand il s'agit d'avion. Une petite question générale peut-être pour terminer. On va sortir du cadre purement professionnel du secteur touristique. Que dire dans la vie, à ceux qui vont reprocher de prendre l'avion? Que dire quand on vous reproche de prendre l'avion? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, Béatrice? Ou les autres? Béatrice ou les autres? Il faut, je pense, élargir le spectre de la conversation. En termes de durabilité ou en anglais sustainability, on ne parle pas que de l'environnement, on parle aussi de l'humain. Et des aspects économiques. Et donc prendre l'avion, ça reste pour traverser l'Atlantique un besoin pour les professionnels du secteur. Il y a des emplois derrière, tout comme il y a des emplois dans le ferroviaire. Donc la question n'est pas aussi simple, pas aussi tranchée, et j'invite tout le monde à peser les pour et le contre de la façon la plus pragmatique possible. Béatrice? Oui, c'est vrai, il faut réfléchir avant de décider. Je pense que c'est la première chose à faire. Certaines destinations nécessitent effectivement de prendre un vol. Et puis, comme disait Jean-Christophe, combiner éventuellement un séjour professionnel avec un séjour loisir, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Donc, il faut envisager toutes les pistes possibles et toutes les pistes existantes pour pouvoir effectivement décider au finish si on prend un avion ou pas. Jean-Christophe, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous reprochent de participer à la pollution de la planète? Oui, moi je leur dis vous avez raison. Vous avez raison. Quelque part vous êtes des instigateurs, vous venez taper là où ça fait mal. Mais je préfère aller dans ce sens-là pour engager la conversation, dire qu'on en a conscience. Mais il y a peut-être 2-3 ans, j'avais fait un article sur LinkedIn au sujet de cette question-là pour les gens qui veulent travailler dans notre secteur à nous. Parce qu'elle s'est aussi posée post-Covid. Dans notre secteur passionné, moi je viens du domaine du voyage d'aventure, du voyage nature. On a des gens qui par essence sont plutôt sensibles à l'environnement. Et leur prise de conscience à la faveur du Covid et de ce qui a été relayé par les médias et qui ne faiblit pas, a fait quitter le secteur à beaucoup de gens. Et moi j'avais fait un article sur le fait de dire quel est l'intérêt de continuer à rester dans le secteur pour agir. C'est-à-dire que comme dans beaucoup de problématiques, on peut se dire la voiture électrique c'est pas la solution. C'est évidemment pas une solution pour remplacer 100% des véhicules. C'est peut-être une transition, c'est peut-être alternatif, mais ça fait partie, c'est une brique qu'on monte. L'avion doit bouger, ça va être une brique de la composante, elle ne peut pas être celle qu'on a connue avant. Mais en tout cas, si on veut le faire, il faut le faire en action, parce que la discussion de comptoir, qui tant qu'elle est au comptoir, elle est respectable parce qu'elle permet le débat d'idées, de dire il faut arrêter absolument l'avion tout de suite. Je pense qu'il y a plein de sujets qu'il faudrait qu'on arrête tout de suite, mais on se rend bien compte qu'il y a des enjeux socio-économiques, culturels, d'inclusivité, qui se résout pas, sur lequel il ne faut pas se cacher non plus derrière pour se dire ça justifie le fait qu'on aille à l'autre bout du monde parce qu'on fait travailler du monde. Notre responsabilité, c'est que si on a engagé une mondialisation du tourisme et de l'interconnexion, c'est quelle est notre responsabilité pour maintenir ce niveau-là tout en réduisant nos émissions. Et c'est là où ça devient complexe et où ça demande du temps d'échange et de réflexion. Laurent, vous qui avez une vision globale de l'industrie du secteur aérien, qu'est-ce que vous répondez? Et question subsidiaire, est-ce que les compagnies françaises n'ont pas intérêt à s'allier autour de ça pour apporter une réponse commune, en tout cas au grand public, ce qui pour l'instant ne se fait pas vraiment? Déjà, ma première remarque, c'est que la sobriété, c'est pas un gros mot. Hein, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, avant d'entreprendre un voyage, je pense que c'est normal que les gens se posent la question de savoir si il faut le faire, si c'est responsable, mais au même titre que des tas de gestes de la vie quotidienne. Donc la focalisation sur l'aérien, elle est un petit peu disproportionnée, mais la sobriété n'est pas un gros mot. Donc ça, c'est une première remarque. Bon, la deuxième chose, c'est les gens ont toujours envie de voyager. On voit bien d'ailleurs dans le monde qu'il y a un développement très fort de l'envie de voyager. Enfin, dès que les gens accèdent à un certain niveau de vie dans le monde, ils ont envie de voyager et ça va perdurer. Pendant le Covid, on a vu ce qu'était une société sans avion, ou quasiment sans avion. Et on a vu la réaction post-Covid. C'est que les gens n'avaient qu'une envie, c'était de revoyager, c'est ce qui s'est passé. Donc pour moi la réponse c'est à la fois sobriété, oui il faut être responsable, mais il faut aussi donner aux gens les moyens de voyager en émettant moins de CO2, d'où ce qu'on essaie de mettre en place pour moins polluer et pour avoir un mode de transport plus décarboné que celui qui existe aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'on arrêtera les gens de manière autoritaire dans le voyage, ça ne se passera pas comme ça, donc il faut trouver des solutions. Et c'est à ça qu'on s'attelle. Et voilà. Et est-ce que ce message doit être porté par l'ensemble de l'industrie ? Oui, bien sûr. Mais assez paradoxalement, je pense que les compagnies aériennes, elles ne manquent pas de clients. C'est pas ça le problème aujourd'hui. Notre vrai défi, c'est de faire en sorte que les gens puissent voyager en émettant moins de CO2. Et c'est vraiment à ça qu'il faut qu'on s'attelle collectivement. Et ça va, et je l'ai dit tout à l'heure, au-delà des compagnies aériennes, c'est vraiment un sujet qui implique tout le monde, et notamment les énergéticiens, et c'est là qu'il y a une responsabilité aussi des pouvoirs publics de nous accompagner sur ce chemin. Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer une campagne de publicité de la part des grandes compagnies aériennes françaises qui enverrait un message commun sur les efforts et les investissements qu'elles font en la matière que le grand public ne connaît absolument pas ? C'est quelque chose en tout cas qu'on regarde à la FNAM, c'est une question qu'on se pose. Après il faut faire attention, il ne faut pas surpromettre, il ne faut pas se lancer dans des choses qui s'apparentent à du greenwashing. Donc il y a une responsabilité aussi à expliquer les choses clairement, honnêtement et pas faire rêver les gens où aujourd'hui on n'a pas encore toutes les solutions. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous pour ce tour de table très complet sur les bonnes pratiques. Et beaucoup de choses restent à faire, mais merci pour cette note d'optimisme général. Merci à tous. Merci.